sérieux, je trouve que c'est tellement important de porter ta voix. Mais fermez-la! La petite bafouille. Fouille. On parle, on s'écoute, on partage. Ici, Patrouille des idées. C'est votre ultime bafouille? Ah, ça sort dans la playlist. Vite, la musique. C'est mon ultime bafouille. Bonjour à tous, bienvenue à la petite bafouille. Bonjour les auditeurs et bonjour Patrice. Oui, notre bonjour invité. Sophie. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors on est dans une ambiance un peu intimiste et on va parler de Patrice Ponza, notre invité du jour, qui a fait un livre et qui a un parcours incroyable, car c'est un aventurier. Bienvenue à la petite bafouille. Merci beaucoup, je suis très heureux de pouvoir parler avec vous de la Via Alpina et du livre que je viens d'écrire. Alors, on attaque directement avec un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule. Qu'est-ce que tu nous proposes, Patrice ? Eh bien, écoutez, pour le coup de cœur, je voudrais vous partager la destination phare de ma traversée des Alpes, qui a eu lieu sur la partie italienne, notamment dans le Piémont italien, et c'était dans le parc naturel des Alpes-Maritimes. C'était entre le Val Maire et le Val Stura. C'est une très belle région piémontaise, alpine évidemment, qui a pour particularité d'être très préservée, très sauvage, avec beaucoup d'animaux. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est notamment le fait de terminer mes journées de marche avec des hardes de chamois ou alors de bouquetins qui m'accompagnaient, souvent assez curieux, assez peu farouches, qui s'approchaient volontiers. Et au-delà de cette présence animale, il y avait bien évidemment les paysages qui étaient superbes. C'est une destination préservée, sauvage, assez aride. On est proche de la Méditerranée, le climat est assez sec et on a une montagne très minérale. Elle est particulièrement haute. Elle a des pentes qui sont très marquées, des sommets qui culminent bien souvent au-delà des 3000 mètres. Donc on est vraiment sur une belle montagne, une montagne d'altitude, une montagne qui se mérite, et dans laquelle on peut marcher tranquillement, loin des gens, et ça j'ai beaucoup aimé. Alors bon, tu vas nous parler un peu de cette Via Alpina plus en détail tout à l'heure, et est-ce que tu as un petit coup de gueule ? Le coup de gueule, je dirais que c'est lié aussi à la traversée des Alpes à pied, et notamment l'expérience que j'ai pu faire dans des destinations merveilleuses, magnifiques, recherchées, souvent classées au patrimoine de l'UNESCO, comme des parcs nationaux ou des réserves nationales ou régionales. Je fais allusion au Triglav en Slovénie, ou encore à la bassine glaciaire dans l'Oberland bernois en Suisse, mais aussi au Tour du Mont Blanc, le fameux TMB, le Tour du Mont Blanc, le parc de la Vanoise, le parc du Mercantour, la vallée des Merveilles. Toutes ces destinations dans les Alpes qui attire un monde toujours très curieux, évidemment, curieux de la nature, curieux de la montagne, mais cette attirance, elle génère une surfréquentation massive. Et on se rend compte quand on marche les Alpes que cette surfréquentation, elle a un impact sur l'environnement. Et mon coup de gueule, ça serait celui-ci, c'est qu'en fait, les gens qui vont en montagne sont de plus en plus guidés par des destinations, je dirais, instagrammables, belles. Oui. Ça, c'est et vrai. dans ce cadre-là, on a affaire à des gens qui sont peu sensibilisés à la montagne. Et ce manque de sensibilisation, ce manque de connaissance fait de ces nouveaux publics des publics qui sont pas très respectueux de l'environnement. Et ça serait là mon coup de gueule. Ça serait de dire à tous ces gens qui ont envie de découvrir la montagne que bien évidemment ils peuvent y aller, mais encore faudrait-il se renseigner, s'informer, voire se former. En tout état de cause, ce qu'il faudrait, c'est se préparer avant d'y aller. Ouais. Et se préparer à la marcher d'une manière plus respectueuse. Alors, oui, Patrice Ponza, qui est là, qui nous a présenté son livre, a fait la Via Alpina. Donc, on va en parler tout à l'heure, mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de ce personnage, de Patrice, qui se définit lui-même, page 23, comme atypique, hypersensible. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Patrice, s'il te plaît ?
Eh bien oui, effectivement, j'ai choisi de me présenter entre autres manières de la façon la plus transparente qui m'était donnée. Il y a dans mon parcours quelque chose d'atypique, j'en suis conscient. Et tout au long de ma vie, et ça depuis ma plus tendre enfance, j'ai pu constater, prendre conscience qu'il y avait une hypersensibilité réelle. Et c'est pas souvent considéré comme une qualité d'ailleurs, d'être hypersensible. Ça nécessite souvent d'être vigilant, de trouver des solutions de protection. Et ça rend le parcours de vie souvent un peu complexe. Alors, c'est quoi ton parcours, justement ? Eh bien, écoute, ce parcours, il démarre dans une vallée des Alpes du Sud, la vallée de l'Ubaye. Je suis né à Barcelonnette. C'est le chef-lieu de cette belle vallée des Alpes de Haute-Provence, qui est collée à la frontière italienne. Et donc, j'ai grandi dans les montagnes. En fait, les Alpes m'ont vu naître, vraiment, elles m'ont fait naître. Et je garde de mon enfance ce lien très fort, très marqué avec les montagnes de la vallée de l'Ubaye. Parce que j'allais marcher avec mon père beaucoup, mais aussi et surtout parce que dans mes activités sportives, je faisais beaucoup de ski de fond, déjà un peu de ski de randonnée, du ski alpin, du vélo, du VTT, de la course à pied, et donc j'étais toujours dans les Alpes. Et donc, après cette enfance dans les Alpes, qu'est-ce que tu es devenu ? J'ai commencé mes études à l'âge de 17-18 ans, en quittant ma vallée de l'Ubaye natale. Et je suis parti sur Paris, donc là, ça a été un changement radical pour faire une école de journalisme. Donc pendant quelques années, j'ai étudié le journalisme et notamment la presse écrite à l'école du journalisme de Paris pendant 3 ans. Et à l'issue de cette école, j'ai eu mon premier appel de l'ailleurs. Je dirais même l'appel du monde. Et à l'âge de 24 ans, je suis parti faire mon premier grand voyage en solitaire. Et je m'en suis allé avec ma bicyclette, une remorque que j'avais fabriquée. Je suis parti faire un tour du monde à vélo pendant 4 ans. Waouh! Donc ça a été l'occasion de découvrir la planète parce que j'avais jamais vraiment beaucoup voyagé. Comme tu l'auras compris, j'ai été très pris par mes montagnes et mes Alpes du Sud. Du coup, cette aventure autour du monde a été le début de ma découverte et de la découverte de l'aventure et j'ai compris que j'avais goût pour l'aventure. J'avais goût pour m'en aller, j'avais goût pour l'ailleurs. 4 ans, c'est énorme. 4 années, c'est long. C'est long et il y a dans les voyages au long cours comme ça, il y a le syndrome on dit qu'il y a le syndrome des 1 an, 1 an et demi. Et effectivement, c'est réel, je l'ai vécu. C'est qu'en fait, au bout de 1 an et demi de voyage, il y a une réelle remise en question parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus vraiment en voyage et on prend conscience que cette itinérance-là, cette mobilité, c'est devenu plus qu'un voyage, c'est devenu un style de vie. Ouais. Et donc, la transition, si tu veux, elle s'opère là à 1 an et demi. Entre le moment où on comprend et on accepte qu'il ne s'agit plus d'un voyage, mais il s'agit d'une manière de vivre. Mmh. Et donc, au-delà des 1 an et demi, on accepte cette manière de vivre et donc on comprend qu'on vit autrement. C'est peut-être de là que vient l'idée du personnage atypique que je suis devenu. C'est que je me suis senti finalement très tôt, non pas en marge, mais en décalage avec ce que pouvaient être les attentes de la société pour un jeune homme de 25 ans qui venait de terminer ses études de journalisme. Au lieu de prendre un poste qui m'était proposé, j'ai préféré m'en aller avec mon vélo autour de la planète, rencontrer des enfants dans des écoles francophones, parce que c'était ça mon objectif, de promouvoir la langue française autour de la planète, et dans le cadre de missions pédagogiques que j'avais organisées avec, à l'époque, l'Organisation internationale de la francophonie. Bravo! Et c'est comme ça que pendant 4 années, j'ai découvert le monde au travers du regard et des yeux des enfants que je rencontrais dans les écoles, dans tous les pays où j'allais. Génial. Et la suite? La suite, ça a été un retour en France, mais très bref. En 2002-2003, donc j'avais 27-28 ans. Et j'ai été embarqué dans une association, Loi 1901, une association humanitaire, qui travaillait sur des projets sanitaires avec l'ex-Yougoslavie. Et on avait notamment mis en place un projet de voyage à vélo encore. J'étais parti de Barcelonnette jusqu'à Sarajevo à vélo. À côté de Sarajevo, un petit village qui s'appelle Mostar. Ouais. Et le but, c'était de subvenir aux besoins financiers d'une jeune enfant
de Mostar qui était victime d'une maladie orpheline, une maladie de peau. En fait, elle avait la peau qui brûlait. C'était une maladie auto-immune. Et donc, il fallait à tout prix la faire venir à l'hôpital Necker à Paris pour l'opérer. Et donc, on a monté un projet qu'on a appelé le Kilométron avec cette association. Et on a vendu chaque kilomètre que j'ai pédalé 8 € à l'époque. Waouh. De Barcelonnette jusqu'à Mostar. Et on a réuni au total 30 000 € qui ont permis de financer le billet d'avion dans un avion médicalisé jusqu'à l'hôpital Necker pour cette jeune enfant et l'opération et le retour chez elle. Et donc ça s'est bien passé, elle a récupéré l'usage de ses mains. Et après cette aventure-là, j'ai été recruté par le ministère des Affaires étrangères français et je m'en suis allé m'installer au Cameroun pour diriger une alliance française pendant 4 ans. Waouh. Donc là, ça a été moins de mobilité, moins d'itinérance. J'étais devenu sédentaire. J'étais installé et je travaillais avec des acteurs culturels et des artistes camerounais dans la région de Buéa. C'est une région anglophone à la frontière avec le Nigeria, au pied du volcan du Mont Cameroun. Et ce qui me permettait de retrouver un peu l'ambiance montagnarde puisque le volcan culminait à 4200 mètres. Et donc ça me permettait d'aller faire mes randos le week-end pour gravir ce joli volcan. Ouais, super. Et après, quand on te demande ta profession, tu réponds quoi ? Eh bien, écoute, comme tu peux le ressentir, en fait, j'ai pas de réponse. À l'origine, la formation, c'est journaliste, mais par exemple, quand je suis rentré du Cameroun, après mon travail au ministère des Affaires étrangères, j'ai repris l'université et j'ai fait un Master 2 en sociologie. Mais finalement, toutes les études que j'ai faites, je m'en suis jamais vraiment servi. J'ai pas vraiment de professeur. Après le Cameroun, je suis rentré dans le privé et j'ai eu des activités très variées. Depuis chauffeur de taxi à agent de pompe funèbre, en passant par agent immobilier, marchand de biens. J'ai été propriétaire d'un restaurant d'altitude sur les pistes d'une station de ski. J'ai eu une entreprise de maçonnerie. Chaque fois, disons que j'ai eu une activité professionnelle pendant quelques années. Ça a nourri ma curiosité au point d'appréhender l'activité, si tu veux, mais pas de la maîtriser. Donc, je n'ai pas d'expertise en rien. Je suis expert de rien. À peine j'arrive à flirter avec une activité, à la découvrir, à la comprendre, à la ressentir. Et quand j'ai l'impression d'en avoir fait le tour, je passe à autre chose. Donc, tu es auto-entrepreneur de toi-même. Ouais, on pourrait dire peut-être un peu comme ça. Ok, super. Merci pour ce petit portrait. Alors, je vous propose une petite pause musicale avec une chanson que tu as choisie. Est-ce que tu veux présenter cette chanson ? Oui, il s'agit de l'artiste Younes Watik qui chante Calme et détendu. Et pourquoi tu as choisi cette chanson ? Eh bien, écoute, comme l'indique le titre, c'est une chanson qui parle des émotions, de la manière qu'on a de gérer nos émotions et pour une personnalité comme moi qui est hypersensible, le fait d'être en capacité de gérer ses émotions, c'est pour le moins important. Et donc, Calme et détendu, c'est l'occasion d'écouter une mélodie qui apaise. J'ai vu le marchand de sable qui parlait au gardien des rêves d'une vieille assise à sa table, de l'arbre, de l'écorce et de sa sève. Elle cherchait le nom de la fable d'un loup et d'un oiseau pendu au bonheur qui lui a été rendu quand un ange lui a répondu. J'ai lu en quelques millions de signes l'histoire de ceux qui ne se sont pas vendus. Et j'ai vu qu'on parlait du courage et que le feu de l'épreuve a forgé les plus sages, les témoins des petits malentendus, les écrits de ceux qui ont le plus attendu, les rires et les larmes de ceux qui le vivent ont calmé la rage et m'ont convaincu de rester calme et détendu, calme et détendu, face au balai des sous-entendus, de garder là
la main tendue. N'emporte rien de ce qui sera vendu. Reste calme et détendu, calme et détendu. Face au balai des sous-entendus, tu gardais l'âme et la main tendue. N'emporte rien de ce qui sera vendu. 2001 façons d'être un faible dont on retient le prénom. Et sous les milliards de coups de bâton, c'est ta caresse qui m'a convaincu de rester calme et détendu, calme et détendu. Face au balai des sous-entendus, ah ah ah, de garder l'âme et la main tendue. N'emporte rien de ce qui sera vendu. Calme et détendu. Face au balai des sous-entendus, ah ah ah, de garder l'âme et la main tendue. N'emporte rien de ce qui sera vendu. Reste, reste calme. Ouais, merci beaucoup pour ce morceau. C'était, ça m'a plu. J'ai bien aimé. C'était sympa. Ouais. Alors maintenant, Patrice, tu vas nous parler de la Via Alpina, parce que j'imagine qu'il y a plein d'auditeurs qui ne savent pas du tout ce que c'est. Donc c'est ton livre, c'est ton parcours, ton aventure. Alors vas-y, présente-nous un peu cette formidable aventure. Qu'est-ce que c'est la Via Alpina ? Alors la Via Alpina, c'est un sentier de grande randonnée qui fait 2000 km, qui part depuis Muggia en Italie, c'est un petit port de pêche accroché à la mer Adriatique, et qui arrive à Monaco, qui vient se jeter donc sur la mer Méditerranée. Ce sentier de grande randonnée traverse l'Europe, on passe 8 pays au total, donc on a la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne, le Liechtenstein, la Suisse, l'Italie, la France et Monaco. Et cette randonnée de 2000 km et de 120 000 mètres de dénivelé fait de la Via Alpina l'un des sentiers, si ce n'est le sentier le plus difficile d'Europe. L'idée de cette Via Alpina, de faire la Via Alpina, elle était dans un coin de ma tête depuis déjà de nombreuses années. Elle est arrivée complètement par hasard alors que je gardais un troupeau de brebis en Suisse, dans le canton du Valais. Oui. Ça aussi, c'est un autre boulot dont tu n'as pas parlé tout à l'heure. Ça a été le dernier job que j'ai fait suite à un pas de côté que j'ai décidé en 2018. J'avais vraiment décidé de rompre avec ce chemin professionnel qui était le mien. Et j'avais besoin, suite à un événement personnel, de faire un pas de côté et de prendre le temps de la solitude, du silence, de la reconnexion avec la nature, avec le vivant et les animaux. Ça me paraissait être une bonne solution. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis allé garder des brebis dans le canton du Valais, au pied du glacier du Dolan, juste sur les contreforts des cols du Grand Ferré et du Petit Ferré. Et il s'est avéré qu'un été, alors que j'étais sur les quartiers d'août, un soir de pluie, je vois arriver 2 lumières. Moi, j'étais dans ma cabane, à l'abri, et donc je fais des signaux à ces lumières, je les attire vers moi, et je rencontre 2 jeunes garçons, trempés bien évidemment, fatigués, très fatigués, avec des sacs énormes, et ils me racontent, ces 2 jeunes garçons originaires de Belgique pour l'un et du Québec pour l'autre, qu'ils étaient en train de traverser les Alpes en suivant un sentier qui s'appelait la Via Alpina. Mmh. Et donc voilà comment, en 2020-2021, j'entends parler pour la première fois de ma vie de cette Via Alpina qui traversait les Alpes. Et comme je te l'ai indiqué tout à l'heure, moi qui suis né dans les Alpes et qui suis né des Alpes, des montagnes, ce sont elles, comme je l'ai dit, qui m'ont fait naître. J'ai toujours été passionné par la montagne et l'idée d'aller marcher longtemps à travers les montagnes, et notamment ces belles montagnes des Alpes,
de suite, ça m'a fasciné. Et donc, c'est là où c'est arrivé dans ma tête, c'est resté dans un petit coin de moi pendant quelques années. Et en 2023, j'ai décidé de lâcher les brebis, d'arrêter mon activité de berger, parce que les brebis me tenaient trop, je me sentais comme prisonnier, si tu veux, de ce troupeau. Et donc, j'ai décidé de lâcher le troupeau. Je l'ai rendu à son éleveur et je suis parti marcher. Et c'est comme ça que sont nées mes premières itinérances. Et c'est ainsi que je suis allé faire la traversée des Pyrénées. Ouais. Pour commencer, pendant un mois. Puis la saison suivante, je suis allé faire le Gervin, la traversée de la Corse, avec la traversée de la Sardaigne ensuite. Et puis l'année qui a précédé ma Via Alpina, je suis allé marcher pendant un mois dans l'Atlas, autour du Toubkal, du mont Toubkal, dans le nord du Maroc. Et donc l'année dernière, j'étais fin prêt, physiquement et psychologiquement, pour m'engager dans une longue marche de 2000 km à travers les Alpes. Et c'est ça ainsi correspond à combien de temps ? Eh ben, ça a fait au total presque 3 mois de marche. Wow. J'ai commencé la marche au solstice d'été de 2025, donc le 21 juin 2025. Et je suis arrivé à Monaco le 13 septembre 2025. Donc j'ai marché quasiment 3 mois. C'est une belle performance. Oui, ça a été effectivement une randonnée engagée, même si j'avais pas en tête l'idée du challenge. Ouais. Loin de moi et l'idée de faire une perf ou du dépassement sportif. Inévitablement, ça a été une épreuve sportive, physique. C'était indéniable parce que on fait pas 2000 km en claquant des doigts. Il faut s'y engager, se préparer. Ouais. Et pour autant, c'était pas un challenge physique. Il y avait une autre quête. Bien sûr. T'avais l'idée d'écrire ton livre. Oui, exactement. Je suis parti en sachant que depuis mon pas de côté en devenant berger, dans les montagnes suisses, j'avais commencé à écrire sur la solitude, sur cette connexion à la montagne, et puis sur la marche. Et quand j'ai laissé mon troupeau de brebis, les premières itinérances, notamment dans les Pyrénées, puis ensuite en Corse, m'ont offert d'écrire à nouveau sur la marche et sur ce que la marche pouvait nous offrir. Et c'est ainsi que j'ai ressenti combien la marche au long cours pouvait être un levier de gestion émotionnelle. Et il s'avère que ça a quand même été la quête principale de cette traversée des Alpes. Et dans ma manière de marcher et dans ma manière d'écrire, c'est ce que je recherche, cette idée-là de comprendre ce qu'est la marche, ce que la marche nous fait, nous offre, nous donne, et comment la marche fonctionne, comment nous-mêmes on réagit physiquement, psychologiquement quand on marche longtemps. Et donc ça m'a beaucoup plu d'observer les transformations qui étaient liées à cette activité de marche. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à écrire et qu'avant de partir faire la Via Alpina, j'ai proposé mes premiers textes à des maisons d'édition. Mm-hmm. Et il s'avère qu'il y en a une, la maison d'édition La Trace, qui a été séduite par les écrits, par les quelques photos que j'avais partagées avec eux et qui ont accepté l'idée de faire un livre. Ouais. Alors, on va reparler de ton livre un peu plus tard. Tu vas nous expliquer après. Mais oui, alors comment ça s'est passé ces 3 mois, ces 2000 km Comment est-ce que tu as géré la fatigue, la difficulté Parce que quand même, c'est pas toujours facile. En plus, tu l'as fait quand même assez rapidement quand même. Le déroulé, ça a été lié à 2 éléments majeurs qui ont été, ma condition physique. Ouais. Donc la mise en route a été un petit peu lente. Il m'a fallu une dizaine de jours pour que mon corps s'acclimate. Il y a eu un peu de bobologie alpine avec des problèmes de pieds. J'ai perdu un ongle, des courbatures, des douleurs articulaires aux genoux, aux hanches, aux chevilles. Donc il m'a vraiment fallu une bonne dizaine de jours pour que mon corps s'acclimate, malgré le fait que je m'étais préparé physiquement en amont. Mais il s'avère que de marcher tous les jours longtemps avec beaucoup de dénivelé, c'est quand même assez traumatisant. Bah oui. Et malgré la préparation, ça demande un temps d'acclimatation. Le deuxième élément qui m'a contraint, qui m'a forcé à m'adapter, et ça se comprend très bien, ça a été le climat.
Bah oui. Et il s'avère que, au départ, j'ai été affecté par des fortes chaleurs en Slovénie. Et très rapidement, à savoir début juillet, le mauvais temps est arrivé et s'est installé dans l'arc alpin. Et là, ça a été terrible parce que cette pluie, elle tombait sans cesse. Oh là Et là. au-delà même de la pluie, en altitude, il faisait froid, la neige est arrivée. Et la neige qui s'installe en plein été, c'est jamais très confortable, surtout quand on est itinérant. Donc Dans ça la m'a tente. obligé... Et oui, c'est ça. La tente trempée, les vêtements trempés. Tout était mouillé, moi j'avais froid en permanence. L'addition des deux, les habits mouillés plus le froid, c'était rajouter de la complexité à cette marche. En sachant qu'en plus de ça, il y avait la fatigue, les premières fatigues qui arrivaient. Et donc ça a quand même généré, j'allais dire, à la fois des troubles physiques, corporels, mais aussi émotionnels, psychologiques. Et finalement, les 3 à 4 semaines de mauvais temps que j'ai vécu au mois de juillet, entre la fin de la Slovénie et le début du Liechtenstein, donc c'est-à-dire toute la traversée de l'Autriche, toute la traversée de l'Allemagne, je l'ai faite sous la pluie, voire sous la neige. Et donc ça a presque remis en question Bah oui. l'itinérance, le voyage en lui-même. C'est-à-dire que T'as envie d'arrêter. assez vite, c'était ça. Je me suis demandé pourquoi je marchais et pourquoi j'étais là. Qu'est-ce qui m'avait pris, si tu veux, de me lancer dans une aventure comme celle-ci, parce que c'était difficile. Et puis les premières idées d'abandon sont apparues, si tu veux. Bah ouais. Et donc ça a été une sorte de combat interne et intime. Puis t'arrives même pas à profiter du paysage quand il Non, pleut mais il y avait comme des ça jours, je tout le voyais temps. rien. Ça, c'était non, terrible. ouais. Parce que j'étais tout de même venu dans les Alpes pour voir les Alpes. Ouais. Et là, au bout de 10 jours de mauvais temps, 2 semaines, puis 3 semaines de mauvais temps, à la pluie sont mêlés les nuages, aux nuages sont mêlés la brume, le brouillard. Et il y avait des jours où je voyais pas dans quoi je marchais. Je marchais dans une espèce de purée opaque. Ouais. C'était pas évident et... Mais après la pluie, vient le beau temps. Exactement. Donc je regrette pas de m'être accroché, d'avoir tenu. Et souvent d'ailleurs c'est étonnant parce qu'on ne sait pas d'où nous vient le courage de continuer. Mais pour autant il est quelque part en nous. On a tous cette force intérieure qui nous permet de passer des étapes qui peuvent être compliquées, complexes, voire douloureuses. Et effectivement, en rentrant en Suisse par le canton du Glaris, le beau temps est revenu. Et ça a été un grand privilège parce que ça m'a permis d'avancer sur la partie suisse de la Via Alpina et notamment d'arriver dans l'Oberland bernois, là où il y a la bassine glaciaire, avec les célèbres sommets de l'Eger ou encore de la Jungfrau, et d'arriver là avec un temps magnifique, un ciel superbe, une vue extraordinaire sur ces sommets mythiques, et ça a été une très très belle récompense. J'en ai un souvenir très très précis et très précieux, et le bon moral est revenu avec le beau temps en même temps. Mhm. Et alors, comment tu t'es senti à la fin, à la toute fin, quand tu as réussi l'exploit? J'ai eu un premier ressenti juste un peu avant la fin. Quand je suis arrivé dans le sud des Alpes françaises, et notamment la partie de la vallée de Lubaï, de là où je suis originaire, avant de basculer sur le Piémont, avant même d'arriver sur la vallée des Merveilles, dans le sud du parc du Mercantour. Donc j'étais à quelques 2 semaines de l'arrivée à Monaco, et là j'ai senti au sens propre du terme, à l'odeur, que la Méditerranée s'annonçait, que le sud était là, et qu'avec cette odeur de sud, avec ces couleurs de sud, la fin était proche. Et donc ça a été la première prise de conscience que cette grande itinérance alpine prenait fin. Et mon premier réflexe a été de ralentir, encore plus. Ah ouais. Et donc, moi qui avais pour habitude de marcher 20-25 km par jour, j'ai commencé à en faire plus que 20, puis plus que 15, et puis plus que 10. Et en fait, c'était ma manière à moi, si tu veux, de ralentir le temps, voire d'arrêter le temps. J'avais pas envie que ça s'arrête. J'étais tellement bien. L'automne était beau, il était doux, c'était agréable de marcher, les paysages étaient jolis. Chaque fin de journée, c'était un cadeau de la nature, les crépuscules étaient superbes, les aubes étaient magnifiques, et je prenais vraiment plaisir à marcher. Et donc, j'avais pas envie que ça s'arrête.
Pour autant, je me suis avancé vers Monaco. Ouais. Et donc, le dernier jour, je me rappelle de cet instant avec une précision incroyable. J'étais installé au niveau du fort de la Tête de Chien à la Turbie. Et en fait, c'est un fort militaire. Je me suis autorisé, alors que c'était pas réellement permis, d'installer ma tente à l'extrémité du fort, un tout petit peu abrité des regards. Et donc, je surplombais, si tu veux, la baie de Monaco. Et j'avais vu sur la Méditerranée, et j'avais installé mon bivouac de telle sorte que je sois orienté face à l'est. Et donc, le matin du 13 septembre 2025, alors que je m'apprêtais à me lancer dans la dernière journée de marche pour descendre à Monaco, je me rappelle donc précisément de ce réveil depuis le fort de la Tête de Chien et cette vue magnifique sur la baie de Monaco, qui est d'ailleurs la dernière photo de mon livre. Et c'était une vue superbe, belle, avec des couleurs très douces. Et ça a été, je dirais, l'image qui a scellé le clap de fin. Wow. Et je suis descendu tranquillement jusqu'à Monaco. Et alors, pour la petite anecdote, la Via Alpina, elle s'arrête au jardin exotique. Ouais. Et dans le jardin exotique, dans le bureau, il y a un livre d'or pour la Via Alpina, et notamment destiné aux gens qui ont fait la Via Alpina pour pouvoir laisser un mot. Et donc, il s'avère que quand je suis arrivé au jardin exotique le 13 septembre en fin de matinée, le hasard a voulu que le jardin exotique soit en travaux. C'est un hasard qui m'a fait sourire parce que, du coup, ça m'empêchait de déposer quelques mots sur le livre d'or. Et donc, je terminais d'une manière anonyme et muette cette grande traversée des Alpes et j'ai trouvé ça amusant. Mais alors c'est fou, t'avais pas envie de retrouver ton chez-toi après 3 mois et de retrouver ton lit parce que... J'avais pas cette envie. C'est fou. C'est vrai que ça paraît assez improbable, incroyable de dire ça. Mais à l'issue de ces 3 mois de marche, j'ai vraiment trouvé un rythme... Un rythme qui me convenait. C'était une vie qui était à ma convenance, vraiment. T'as l'habitude de l'itinérance aussi, t'avais déjà fait un peu ça avant. J'avais eu effectivement quelques expériences auparavant. Et là, j'avais souhaité pousser un petit peu plus loin le curseur en faisant 2000 km, avec beaucoup de relief, pour vraiment expérimenter et me mettre à l'épreuve de la marche, au sens presque expérimental, si tu veux. Et il s'avère que ça m'a beaucoup plu et que j'étais dans mon élément. Cette possibilité quotidienne de faire des Alpes une chambre géante, parce que la nature était ma chambre à coucher. De partout où j'allais, c'était ma chambre. C'était chez moi, je posais mon bivouac, ça m'arrivait même parfois de dormir sans même installer la tente, de dormir dehors, à même le sol, à la belle étoile. Et ça a été des moments géniaux. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus manqué pendant ces 3 mois ? Pas une bonne douche, pas... Ouais, si, je dirais que c'est ça. C'est vrai ? Ouais, je pense que c'est j'aime bien prendre des douches. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus manqué. Mais quand même, tu allais des fois dans les refuges pour... Oui, surtout la période de début juillet, quand il a fait mauvais, je me suis autorisé à... 2 fois, voire 3 fois par semaine à aller dans les refuges parce que j'avais besoin de me sécher, j'avais besoin de me réchauffer, donc j'allais me mettre au sec. Et après, c'est vrai que quand il faisait beau, j'y allais moins, j'y allais une fois tous les 10 jours pour prendre une douche, pour laver un peu mes affaires, pour bien sûr. Manger à table et puis pour voir du monde aussi. C'était l'occasion de rencontrer des gens qui marchaient, qui étaient dans la montagne. Et puis, du coup, de parler, de tisser un petit peu du lien social, et au travers de ces rencontres, d'échanger aussi mon expérience. Donc, c'était assez intéressant de faire ces petites haltes dans les refuges. Ok, moi, je vous propose une petite halte musicale avec Gaël Faye, Chaloupé. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau ? Eh bien, là, on change du tout au tout. Depuis Calme et Détendu, on s'engage dans une musique qui nous fait chalouper. Et c'est l'idée même de Gaël Faye, c'est de nous dire que malgré le temps qui passe, nos corps, quoi qu'il arrive, continueront à chalouper. Un jour viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biggins au pas léger, continueront de battre le temps, sous des soleils endimanchés. Un jour viendra, on fera vieux os, des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon.
Malgré la vie, le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Avant que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive, on scratchera du gramophone, quelques ritournelles caraïbes. On s'épuisera sur le dance floor en de petits pas économes, tant que sera levé le store. Nos palpitants seront métronomes. Elles me reviennent les années folles, quand on mourait seulement de rire. Oh, rappelle-toi du Malécon, le clapotis de nos souvenirs. Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée. Je te supplie en souvenir d'elle, de continuer à chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Oh, fais-moi tourner sous mes pas. Glisse les années, toi et moi. Jusqu'au bout d'aimer, on pourra chalouper, chalouper, chalouper. Oh, fais-moi tourner sous mes pas. Glisse les années, toi et moi. Jusqu'au bout d'aimer, on pourra chalouper, chalouper, chalouper. Allez, les chaloupés. On va parler maintenant de ton livre, Patrice. Alors, très beau livre. Déjà, très belle couverture, avec des belles images. Il y a des petits encarts avec des petites phrases. Déjà, ça donne envie de le lire, ton livre. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette écriture, Eh bien, le projet éditorial, il a été conçu en collaboration avec la maison d'édition La Trace, et notamment Jean-Philippe et Florence, les fondateurs de cette maison d'édition, installée dans le sud de la France. Et ça a été un travail collectif vraiment, dans le sens où, certes, la marche, les photos, l'écriture viennent de moi, mais pour autant, la création de l'objet en soi, tel que tu viens de le décrire, dans son format, dans sa texture, dans le choix du papier, le choix de la typographie, la disposition des photos à l'intérieur, ou encore la présentation des textes, avec, comme tu l'as dit, les petites phrases qui font l'objet d'encarts à l'intérieur du récit. Tout ça, ça a été des décisions collectives. Et donc, on a proposé, créé, pensé, imaginé ensemble la mise en place de ce livre dont le titre est Via Alpina, mes Alpes intérieures. Tu as dit que c'était un livre que tu avais 3 parties dans ton livre. Oui, exactement. Il y a à l'intérieur de ce récit de voyage, en plus du voyage photographique qui nous permet de découvrir l'arc alpin depuis, j'allais dire, les lignes de crête jusqu'au fin fond des vallées en passant par les villages alpins traditionnels, il y a un récit, certes incarné, mais qui a été pour moi l'occasion de travailler sur l'écriture de 3 sujets, 3 parties bien distinctes qui ne sont pas classées en termes de priorité ou d'importance. Les 3 sont à égalité, en sachant qu'il s'agit d'une première partie où je traite et je présente la Via Alpina sur un axe qui se veut culturel, géographique, historique. J'essaye de parler de cette Via Alpina pour que les lectrices et les lecteurs
puissent la découvrir, l'appréhender et peut-être même que ça puisse donner envie aux lectrices et aux lecteurs d'aller marcher cette Via Alpina. La deuxième partie, elle est plus anecdotique au sens littéraire du terme, c'est-à-dire que je partage dans ce livre les anecdotes de l'aventure. C'est un vrai récit d'aventure. Je parle des moments difficiles, je parle des moments de joie, je parle d'émerveillement, de la beauté de ces montagnes, mais je parle aussi des moments plus difficiles, quand il a plu, quand il a neigé, les bivouacs mouillés, les réveils ensoleillés, les traversées gelées, les névés immenses que je pouvais pas traverser. Enfin, il est vraiment question d'aventure dans cette deuxième partie. Et la troisième partie, elle est plus incarnée, j'oserais même dire plus intime. Elle fait l'objet d'un travail d'écriture qui là était plus une réflexion sur la marche. Et donc j'ai tenté dans ce livre de partager l'expérience de la marche au long cours. Et ça a vraiment été le sujet principal de ma traversée des Alpes. Qu'est-ce que la marche peut nous donner à nous qui nous déplaçons longtemps sur des longues distances? Comment la marche peut devenir un levier de gestion des émotions? Comment pour chacun de nous, la marche peut nous permettre de nous rencontrer nous-mêmes? Dans quelle mesure la marche, dans sa répétition, dans l'usure physique, nous permet de connecter le corps et l'esprit? Comment la marche nous offre de nous reconnecter à nous-mêmes, mais aussi de nous connecter aux vivants qui nous entourent, à la nature, à la faune, à la flore? Et ça a vraiment été l'objet de ce travail d'écriture. C'est, vous l'aurez compris, la marche comme outil de régulation des émotions. Ouais, et c'est aussi très poétique. C'est vraiment très agréable à lire parce que c'est pas que un récit de marche, justement, c'est pas que un récit d'aventurier. Ça fait penser un peu à Rousseau qui, dans ses promenades solitaires, Ben, Rousseau a fait partie de ces auteurs avec Hugo, avec Christian Bobin aussi, que j'aime beaucoup, qui m'ont influencé tout au long de ma vie de lecteur. Et ce style littéraire, effectivement, je pense, a débordé, voire a déteint sur ma manière d'écrire. Et aujourd'hui, il s'avère que dans Via Alpina, mes Alpes intérieures, il y a effectivement une manière de présenter la montagne qui se voulait non pas mécanique comme la marche, mais plus poétique, comme on peut le trouver dans ces montagnes, comme on peut le ressentir, comme on peut l'entendre. À travers ces montagnes, il y a quelque chose de très poétique. Au travers de l'itinérance, il y a quelque chose de très poétique. Et donc c'est tout naturellement que dans l'écriture, la poésie s'est insérée. Ouais, bravo. Pour moi, c'est une grande réussite. J'ai beaucoup aimé. Et alors maintenant, tu te retrouves dans la peau d'un écrivain. C'est ton nouveau boulot et tu te retrouves à faire le Salon du Livre à Genève. Qu'est-ce qui t'attend maintenant ? Eh ben oui, effectivement, c'est une première expérience, une nouvelle expérience dans mon parcours de vie que de porter, de présenter, de partager ce livre avec les lectrices et les lecteurs. Et donc ce livre qui est au tout début de sa vie me permet de partir à la rencontre des passionnés de marche, des aventuriers, aventurières, mais aussi et surtout des passionnés de lecture. Bah oui. Et c'est dans ce cadre-là que mes éditeurs m'ont invité à participer au Salon du Livre de Genève, à la 40e édition du Salon du Livre de Genève. Et donc là, pour moi, c'est tout nouveau, je découvre. Je rencontre mes lectrices, mes lecteurs. Je parle de mon aventure, je parle de ce qu'il y a dans le livre. J'ose ouvrir le livre devant les gens. Je trouve que c'est passionnant parce que finalement, je prends conscience aujourd'hui, grâce au Salon du Livre de Genève, à cette première expérience de rencontre, je prends conscience qu'en fait, ça y est, le livre, il m'échappe. J'avais conscience en écrivant que mes textes allaient devenir livres et que ce livre allait m'échapper. Et quand on donne à lire de soi, c'est jamais évident d'accepter l'idée que nos mots, nos textes nous échappent. On ne sait jamais vraiment comment ils vont être accueillis. Et la crainte, c'est pas de savoir si les gens vont aimer ou pas.
il n'est pas question de ton ou de qualité littéraire. Il est vraiment question de contenu. Ouais. Et on ne sait pas quelle va être la bienveillance de la lectrice ou du lecteur, surtout quand on donne à lire de soi, voire à lire beaucoup de soi. Et il s'avère que dans ce livre, Via Alpina, mes Alpes intérieures, je donne à lire beaucoup de moi, beaucoup de mon intimité, de mes forces parfois, mais souvent de mes faiblesses. Et avec ce salon du livre de Genève, je me rends compte que toutes ces parties intimes de moi, ça y est, elles sont entre les mains des autres. Bon, alors, où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre ? Où est-ce qu'on peut l'acheter ? Eh bien, le livre, il est distribué dans les librairies indépendantes, mais aussi dans les plus grosses librairies. Ce qui veut donc dire que en France, mais aussi en Suisse et en Belgique, on peut le trouver dans sa librairie habituelle, la librairie du village, du quartier, mais on peut aussi le trouver dans une grande ville, aussi bien au Cultura, au Leclerc Culture qu'à la Fnac. Et évidemment, j'encourage chacune et chacun à se rendre de manière un peu privilégiée à la petite librairie indépendante du coin pour justement faire travailler les libraires indépendants qui sauront proposer ce livre, je pense, avec beaucoup d'humanité, en tout cas, je l'espère. T'as Instagram aussi ? Oui, on peut te suivre ? J'ai effectivement une présence sur les réseaux sociaux, et donc sur Insta, sur Facebook, mais aussi sur LinkedIn, c'est possible de me suivre en tapant tout simplement Patrice Ponza, et les gens peuvent me retrouver. D'accord. Bon, tu vas pas en rester là, tu as bien sûr une autre aventure qui t'attend. Oui, effectivement, il y a d'autres expériences ailleurs qui m'attendent. Et là, est-ce que tu peux nous dévoiler ton prochain projet ? Alors oui, une fois que une fois que j'en aurai fini avec ce livre, en tout cas, que j'aurai terminé le lancement de Via Alpina, mes Alpes intérieures, dans le courant de l'année 2026, en fin d'année, je vais m'en aller traverser un grand lac dans le nord du Canada, dans la province de Québec. Ce lac s'appelle le Pipmuacan. Et donc là, on est sur un autre style d'aventure, puisque je ne vais plus marcher, mais je vais glisser, pagayer. Je vais traverser donc cette étendue d'eau en canoë. Cette fois-ci en autonomie complète, totale, pendant un peu plus d'un mois. Donc ça va être une aventure encore plus engagée. Tu vas dormir sur ton canoë ? Eh ben, l'idée, ça serait d'avoir quand même de quoi bivouaquer, de manière à pouvoir me mettre à terre quand j'en ai la possibilité. Et j'ai déjà un peu fait des repérages. Sur ce lac, il y a quelques îlots. Et donc, ça me permet, au milieu du lac, moyennant des grosses journées de canoë, de pouvoir relier des îlots pour y poser mon bivouac. Et ça aura l'avantage principal de me mettre à l'écart, en tout cas de me protéger des ours qui, eux, sont sur les rives. Donc, il va falloir comme ça organiser la traversée en tenant compte sur cette expérience de l'aspect sécurité par rapport à la présence de ces ours. Et en ce qui concerne l'autonomie, il s'avère qu'on peut pêcher. Donc du coup, je pars équipé d'une canne à pêche pour pouvoir pêcher le poisson que je mangerai au quotidien. Donc ça, c'est la prochaine aventure. C'est atypique aussi, ça. Oui, exactement. C'est à nouveau une expérience atypique. Mais je pense que, effectivement, tu l'auras compris, que ce parcours de vie est pour le moins atypique. Et en soi, c'est pas une quête que j'ai d'être en marge ou d'être atypique. Mais il s'avère que ces expériences-là, elles font naître chez moi des émotions. Et comme tu l'auras compris, les émotions, c'est vraiment mon moteur, c'est mon énergie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de varier mes expériences, de me nourrir d'aventures pour me nourrir de ces émotions. Et là, je pense qu'en allant traverser le Pipmuacan en autonomie en canoë, je devrais être gâté en termes d'émotions, oui. Bah, c'est génial. Alors en plus, on va terminer avec un artiste québécois, c'est ça ? Oui, exactement. On termine avec une chanson qui me tient à cœur
Et donc le titre, ça s'appelle Ça va, de l'artiste québécois Émile Bilodeau. Ça parle d'un jeune garçon qui traverse une épreuve de vie un tout petit peu complexe et qui se met en mouvement, en marche, et qui explique à ses proches qu'il préfère continuer à marcher parce que c'est avec la marche que ça va. Waouh! Eh bien, merci beaucoup, Patrice, d'être venu et on te souhaite tout de bon et tout le meilleur au Canada et partout dans le monde pour plein d'aventures. Merci beaucoup. Eh bien, merci à Radio Mani de m'avoir accueilli et j'espère à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Nous marchions sur le boulevard de la vie en destination vers la mort, nous étions partis. Et puis Dieu, dans son char, s'arrête sur le bord. Il me dit: hey mon fils, veux-tu que je te fasse un lift? Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime en chemin, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je ne suis plus très loin. Et si vous voyez ceux que j'aime en chemin, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je ne suis plus très loin. Nous marchions sur ce boulevard dans la nuit, et puis le ciel et ses aurores étaient ma foi si jolis. D'un coup le vent était fort et puis le temps était gris. Sorti de nulle part, un vieux moteur s'arrête et me dit: oh tu sais mon gars, j'ai tellement entendu souvent dans ma vie, oh ma sentence, la romance et puis le restaurant aussi. Tu sais que le temps se fane et moi j'ai perdu ma femme, j'ai perdu tous mes amis aussi, et je n'ai plus aucune compagnie. Alors monte sur mon Harley, puis accroche-toi et on va triper. Puis là j'ai dit: c'est bien beau tout ça le moteur, mais t'as-tu des idées noires, quelque chose du genre? Ben non, ça n'a pas rapport, c'est juste que moi j'ai côtoyé la mort. Et si je t'invite sur mon bicycle, c'est pour que ta route aille un peu plus vite. On va flyer 100 000 à l'heure, brûler notre gaz, direct dans le bonheur. On va rouler sans arrêter, mais moi de lui répondre très embêté: non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois, et que je les revois bientôt. Et même si, parfois, il m'arrive de regarder la route puis de me dire que ça me tente plus pantoute, parce que la vie, sans toi, sans ligne pourrait être un énorme défi. J'aime mieux pas prendre de raccourcis. Non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois, et que je les revois bientôt.